Nous sommes dans la chronique Protection de l'eau et ce matin, j'ai un invité spécial, Ndela, qui lègue sa place à Olivier Pitre ce matin, directeur général de la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue. Bon matin. Oui, bon matin. Merci à Ndela d'ailleurs d'avoir cédé sa place. C'est un plaisir d'être là ce matin. Ben oui, c'est un plaisir de te recevoir également, Olivier, que tu travailles dans le fond pour la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue, la CESAT. Tu es directeur général, peut-être mieux connu sous le nom de la CESAT là, dans le jargon municipal. Oui. Puis au national aussi, là, l'acronyme, il commence à être connu. Là. On célèbre notre 20e l'année prochaine. Fait que, C'est ça, 20e déjà. Et moi, j'étais dans l'entourage de la fondation. Moi, je n'étais pas impliqué du tout, là, mais je connaissais les gens qui se sont impliqués. À quoi ça sert, la CESAT? Bien, la CESAT, c'est ça, c'est un produit de 100% régional, aucune trace de grain là-dedans, là. Donc c'est du 100% bœuf. Et puis, tu disais que tu connaissais les membres fondateurs, bien, c'est ça, ça a beaucoup été fondé par des notables de la MRC d'Abitibi au départ. Ça s'est régionalisé ensuite en 2007. Et puis, c'était beaucoup des gens qui se sont réunis au départ parce que c'était dans les années où il y avait des eaux municipales qui gagnaient des prix dans une compétition internationale, donc Amos, Barraud, Center. La première aussi, administration de SCA aussi avait gagné ces prix-là. Fait que là, il y avait beaucoup de gens du milieu d'affaires qui se disaient, il y a peut-être quelque chose à faire ici de la deuxième transformation, de la diversification économique. Mais c'était aussi en même temps que la loi sur le développement durable en 2006. Donc, c'était un concept qui était très, très fort à Québec et partout. Donc, c'est ça, c'est vraiment sous cet angle-là là, donc qu'on a lancé ça. C'était de voir est-ce qu'on peut profiter de ce grand potentiel-là, mais aussi de la vulnérabilité de l'eau qu'on a dans les escarres et les moraines de la région. Et puis, donc, c'est ça, faire un développement régional intelligent. Est-ce que ça a conservé cette mission de mise en valeur là, de ressources de deuxième, peut-être troisième transformation, où on est plus dans la protection maintenant? Oui, effectivement, il y a bien des gens d'affaires dans le monde fondateur qui ont été déçus parce qu'au départ, c'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de connaissances à acquérir d'abord. Et puis, il y a eu une bifurcation assez importante. On est devenu très proche partenaire de l'université. Donc, le groupe de recherche en eau souterraine aussi, c'est dans les mêmes années qui ont été installés ici à Amos. Et puis, donc, depuis 20 ans, c'est beaucoup un partenariat qu'on fait avec l'université. Eux autres font l'acquisition des connaissances. Nous autres, on en fait le transfert. On parle au ministère, aux municipalités, aux minières, aux compagnies forestières. Et puis, on essaye d'adapter les pratiques pour pas scraper les excellents aquifères qu'on a ici en région puis pouvoir les léguer aux générations futures dans les mêmes conditions qu'on les a trouvées. Tu parlais de l'université. Est-ce que c'est on est dans le contexte là, où c'est l'OB... l'Observatoire qui t'invite ici ce matin. Donc, c'est qui les partenaires de la CESAT? Bien, l'eau, c'est ça qu'on se rend compte, puis nos nouveaux employés et stagiaires s'en rendent compte assez vite. C'est un sujet hyper transversal. Ça prend... Moi, ça fait 16 ans que je suis là, puis j'apprends encore des choses à tous les jours. Fait que il n'y a pas énormément de dossiers auxquels ça ne touche pas. Et puis, ça se reflète dans notre réseau, dans nos partenaires, dans mon conseil d'administration aussi. Moi, j'ai 17 patrons sur le CA. On est un des derniers gros CA, la mode où la mode est au petit. Hein? Mais nous autres, non, on veut avoir tous ces partenaires-là représentés au CA, puis ça nous sert beaucoup. C'est un peu dur de tous les nommer pour ne pas les oublier. Alors, j'imagine que vous avez un site Internet. J'en profite peut-être pour... voir si on a une référence qu'on peut mieux connaître la CESAT. Oui. Le site Internet vient d'être mis à jour. D'ailleurs, je réfère les auditeurs à ce site-là. On a notre artiste en résidence il y a quelques années, Violaine Lafortune, qui l'a renippé. Fait que là, il est tout beau, tout frais. Puis donc, la liste des administrateurs, l'ensemble des activités qu'on a. Et notamment aussi pour les novices qui s'intéressent à l'eau souterraine, à l'eau d'esquerre et à l'Abitibi-Témiscamingue en général. Bien, il y a 8 ans maintenant, oui, c'est ça. Bien, j'étais dans l'ancien studio de Radio Boréal avec Réal Bordelot. Puis pendant plusieurs semaines, j'ai eu le plaisir de faire des chroniques au souterrain avec lui. Fait que l'ensemble de ces spots-là sont sur le site Internet. Fait que vous en trouvez sur différents sujets. Fait que ça, c'est une très bonne introduction. Là. Très bonne introduction. Et là, moi, j'aime bien poser la question à mes nouveaux invités, Olivier. D'où nous parles-tu? Alors là, tu es directeur général de la CESAT, mais tu as quand même un bagage important en recherche.
Oui, Si on peut faire une petite parenthèse là, pour mieux te connaître. disons que c'est ça, c'était improbable que je me retrouve ici. Ça fait 20 ans qu'on est en Abitibi. J'ai déménagé en 2005 parce que, donc c'est ça, j'ai une formation de biologiste et d'océanographe. Et Bruno, comme tu le sais, le mot Abitibi, c'est un mot Anishinaabe qui veut dire là où les eaux se séparent. Mhm. Fait que pour un océanographe, c'est une terre d'exil. Là, on est aussi loin de l'océan qu'on peut l'être sans commencer à se rapprocher du suivant. Et, euh, et c'est ça, quand j'ai terminé ma thèse, j'ai travaillé brièvement ici au Cégep à Amos en bio. Mais dès 2009, c'est ça, est arrivé ce poste-là. Puis à la Société de l'eau souterraine, moi, j'ai eu la piqûre tout de suite. C'était à la fois euh, la grande particularité hydrogéologique régionale, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ça fait partie de la signature régionale, là, les escarres et les moraines. Mhm. Puis c'était allié aussi avec l'espèce de grain de folie des Témiscabitibiens qui, moi, m'a tout de suite séduit. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus en arrivant ici, c'est les gens qui sont en mode solution, qui sont en mode solidaire. C'est une Vraiment. région jeune et puis ça se sent encore dans le filet social. Fait que la combinaison de ces deux choses-là, c'est ça, au sein de la Société de l'eau souterraine, ben c'est ça. Pour moi, ça fait 16 ans, puis c'est comme si c'était le premier jour encore. Très intéressant de voir un Abitibien d'adoption, un Témiscabitibien d'adoption. Maintenant, deux projets Ouais, qui t'importe de parler ce ouais. matin. Projet ESCAR, également le Forum régional qui s'en vient. Oui, c'est ça. On a. Trois mêmes projets. Oui, 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 c'est ça. Je l'ai mentionné très rapidement, là, selon le temps qu'on a, mais faut comprendre que c'est ça, l'eau souterraine, les esquerres, c'est vraiment un sujet d'échelle régionale, mais dans les conditions où on est en ce moment, dans la Confédération canadienne, les ressources naturelles et l'eau y compris, là, c'est très principalement une juridiction des provinces et des territoires. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau de l'eau souterraine qui ne se décident pas ici en région, mais qui vont se décider à Québec. Plus qu'à Ottawa, c'est vraiment Québec, là, le centre de gravité pour la législation, notamment autour de l'eau. Fait que il y a des projets qu'on peut faire en région. Fait que pendant 10 ans, c'est ça, ici, on a mené un projet entièrement régional qui était notre projet ESCAR, qui était juste de proposer des modulations à un paquet d'usages et puis de façon de gérer ces territoires-là pour garantir leur pérennité. Fait qu'on touchait entre autres aux anciens dépôts en tranchées, à l'exploitation de sable gravier aussi. C'est des choses qui sont très, très, très corrélées aux esquerres. Mais on a aussi, c'est ça, dans le passé, eu à travailler sur des affaires qui étaient d'échelle nationale parce que ça avait des retombées, notamment ici au régional. Puis, notamment, là, un des gros dossiers qu'on a mené dans les 10 dernières années, c'était le caractère public des prélèvements d'eau. Jusqu'à il y a 2 ans, les grands préleveurs, là, ceux qui prélevaient plus de 75 mètres cubes par jour, ça c'est l'équivalent d'une piscine hors terre à peu près, là, étaient propriétaires de l'information sur leur prélèvement. C'est une information qui leur appartenait et on n'avait pas accès à ça. On ne pouvait pas avoir un portrait de qui sont les grands préleveurs, combien ils prélèvent pour tel ou tel territoire. Et ça, c'est quelque chose, c'est ça, ça a été un très beau combat qu'on a mené avec plusieurs autres partenaires au régional, au national, dont l'OBV Abitibi-Jamésie. Et puis, donc, c'est ça, on est allé en commission d'accès à l'information 2 fois. Nos préleveurs d'Abitibi-Témiscamingue, il faut le dire, ont été très novateurs. Ils procédaient à l'autodéclaration des prélèvements à l'ensemble de la région, là, ici, avant qu'ils soient contraints légalement de le faire. Fait que ça, j'étais extrêmement fier de ça. Et puis, donc, tu en as touché un mot, Bruno, là, dans le chaudron principal qu'on a sur le poêle en ce moment, c'est notre forum eau potable dans un mois à Val-d'Or, les 19 et 20 février prochains. Et ça consiste en quoi en terminant, Olivier Pitre? L'eau potable, on est vraiment un virage au Québec en ce moment, là. Ce qui fait ça, c'est qu'il y a quelques mois, là, au printemps 2025, le gouvernement du Québec a publié les aires de protection, les aires d'alimentation des grands prélèvements d'eau potable, les prélèvements qui desservent plus de 500 personnes en eau potable. Ça a pris 25 ans depuis la tragédie de Walkerton pour enfin avoir ces fichus de polygones-là. Là. Tant qu'à moi, c'est bien, bien, bien trop long. Mais là, on les a. Et ça fait qu'on se rend compte que dans ces territoires-là, il y a un paquet d'usages concomitants qui sont superposés puis qui ne sont pas toujours compatibles. Fait que c'est la fin d'un statu quo qui a duré vraiment plusieurs années. Ça pose des questions inconfortables. Et puis, comme tu vois, on a une élection municipale là, en novembre dernier. Bien, c'est les premiers conseils municipaux qui ont accès à ces territoires-là, à la définition sur carte de ces territoires-là. Donc, c'est les premiers à avoir sur leurs épaules
certaines décisions d'aménagement qui sont très névralgiques pour l'approvisionnement en eau potable de leurs commettants. Et donc, on essaye de mettre le plus de lumière possible sur ces territoires-là. C'est l'objet du forum qu'on fait le mois prochain, là. Ben, on aura l'occasion de s'en reparler, Olivier, parce que tu vas revenir nous voir. Bien, certainement, si vous me réinvitez, je vais revenir, c'est sûr. Ben, vous êtes déjà réinvité. Donc, on se revoit à la prochaine chronique. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Olivier Pitre, directeur général de la Société de l'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue. Un plaisir, Bruno.